L'émission politique de France Info jusqu'à 9 heures avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Nicolas. Période de primaire, celle de la gauche arrive, celle de la droite et du centre est terminée. Votre invité, certains l'ont découvert à l'occasion de cette primaire. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous avez effectivement participé à la primaire des Républicains qui a désigné François Fillon. Vous soutenez aujourd'hui François Fillon sans réserve ? Bien sûr, oui. Sans réserve ou avec des réserves ? Avec un certain nombre de points qu'il faudra éclaircir ou un certain nombre de points de désaccord qui ont été marqués dans notre Rafraîchissez-nous la mémoire. Oui, le premier portait sur ce que nous considérons au Parti chrétien-démocrate comme une vision un peu libérale de la société, une vision un peu trop libérale des échanges économiques. Et puis il y a un sujet de désaccord qui restera sans doute, qui est le point qui porte sur le traitement de la loi Taubira et du mariage pour tous. Alors ça, on y reviendra. Voilà, sur le reste après, je ne vois pas de raison d'être critique à l'égard de François Fillon. Le reste. Alors, François Fillon, donc c'est ce que vous avez suggéré, a présenté un programme très libéral. Et quand il venait d'être élu par les 4 400 000 personnes qui avaient participé à la primaire, le lendemain, il était sur France 2 face à David Pujadas qui lui demandait « Vous allez changer de programme ?» Non, pas du tout, répondait François Fillon. On l'écoute. Est-ce que vous allez, maintenant que la primaire est terminée, infléchir votre programme ? Non. Pas du tout. Non, je suis évidemment ouvert au débat avec les centristes, avec tous ceux d'ailleurs qui voudront me rejoindre dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Mais moi, je suis pas candidat pour m'asseoir dans un fauteuil à l'Élysée et attendre que le temps passe. Je suis candidat pour redresser mon pays. Vous aimeriez qu'il infléchisse son programme sur quoi, François Fillon ? Il y a la nécessité d'abord de réformer la France en profondeur. C'était la ligne que j'avais défendue à l'occasion de la primaire de la droite et du centre, et je n'ai pas changé d'avis sur ce point. Dans cette réforme en profondeur, il y a l'assouplissement d'un certain nombre de mécanismes, le recentrage de l'État sur ses fonctions régaliennes et sur ses fonctions essentielles, une forme d'équilibre à trouver entre davantage de fluidité du marché du travail et le maintien des droits des salariés, puisqu'ils sont tous attentifs et nous y sommes attentifs. Cet équilibre-là n'est pas réalisé aujourd'hui, il est à trouver. Et je pense que l'orientation programmatique de François Fillon, que je soutiens, je vous le redis, avec des critiques et des interrogations, mais sans réserve opérationnelle et de motivation, doit trouver, pendant la campagne qui s'ouvre maintenant des présidentielles, quelques clarifications. Ça, c'est vague. Confiant. C'est très concret. Non, c'est pas concret. Mais si, c'est très concret. C'est très large. Oui, mais concrètement, il faut changer quoi pour que vous soyez d'accord ? On parle d'un programme présidentiel. On ne parle pas du programme du futur ministre du Travail ou de Bercy ou du président de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. L'augmentation de la TVA, je suis réservé sur la question de l'augmentation du temps de travail hebdomadaire. Je pense que c'est une affaire difficile et sur laquelle les Français sont attachés. Ils ont d'une certaine manière raison de l'être, en particulier lorsque, à leur durée hebdomadaire de travail, s'attachent, comme pour une très grande partie des salariés français, les récupérations sous forme de jours de RTT auxquels ils sont attachés parce que ça fait partie de leur paysage familial. Et vous ne leur expliquerez pas que leur temps de travail va augmenter sans augmentation de salaire et qu'en plus, ils perdront leur jour de RTT. Donc c'est pas là, possible. vous êtes réservé sur la proposition de François Là, j'ai Fillon. un problème, mais ça, je l'ai dit déjà, exposé, ce ne sont pas des choses vous, nouvelles. Vous l'avez dit, non, c'est sur pas le, que ce soit sur le nouveau. reste, Oui. Sur le reste, la fonction publique et le rôle de l'État doivent évoluer. La question préalablement qu'il faut se poser, c'est à quoi doit servir l'État au début du XXIe siècle en France, en Europe et dans le monde. C'est ça la question. Et il faut apporter cette réponse. Et plutôt que des réponses extrêmement détaillées sur est-ce qu'il faut augmenter la TVA de 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 ou 2, on verra bien. La question, c'est le cadre général d'intervention. C'est ça que moi, j'attends du futur chef de l'État. Dans les débats qui ont opposé tous les candidats de la primaire et dont vous faisiez partie, il a surtout été question non pas du rôle d'un service public aujourd'hui au XXIe siècle, c'était combien on en enlève des fonctionnaires. C'est ce que j'ai d'ailleurs regretté. Vous m'avez entendu le faire et je continue de le regretter. Je pense que vous ne pouvez pas adresser comme seul message aux agents qui sont au service de l'État français aujourd'hui ou des collectivités. Vous serez moins nombreux dans quelques années, c'est une nouvelle merveilleuse, mais par ailleurs, on ne sait pas vous répondre sur le point de savoir quelle sera votre mission. Alors, il faut faire l'inverse. Il faut commencer par la mission et ensuite se demander comment on organise les choses. Pour cadrer les choses, pour essayer d'être précis, on va écouter François Fillon. C'était dans le débat de l'entre-deux-tours avec Alain Juppé. Il expliquait que supprimer 500 000 postes de fonctionnaires était nécessaire. On écoute François Fillon. Il faut réduire le nombre d'emplois publics. Je propose une augmentation du temps de travail de l'ensemble des fonctionnaires. Et le passage de 35 à 39 heures pour les 5,5 millions d'emplois publics, ça représente la possibilité de réduire de 500 000 les emplois publics, les fonctionnaires et les contractuels. Il y a une double peine là, si je puis dire. C'est-à-dire, on supprimera des postes de fonctionnaires,
premièrement. Et deuxièmement, ceux qui restent travailleront plus. Les policiers travailleront plus, les infirmières travailleront plus, les enseignants travailleront plus. Est-ce que ça vous paraît, aujourd'hui, l'élection est passée, François Fillon est investi, est-ce que ça vous paraît crédible, Jean-Frédéric Poisson? Sur le plan des effectifs et du nombre de personnes qu'on vise, ça dépend des missions qu'on donne à l'État et de l'organisation qu'on met en place. D'accord. En tant que tel, ce n'est pas un problème quantitatif. D'accord. C'est le message social qu'il faut préciser. Si on dit aux personnes qui sont concernées, vous allez certes voir votre temps de travail augmenter, mais votre salaire, votre traitement augmentera, mais vos perspectives de carrière sont assurées, mais vos missions ont davantage d'intérêt et de valeur. Ah, mais c'est pas impossible, ça, quand même. C'est pas impossible. Mais non, vous voyez c'est l'état pas des comptes publics. impossible. Vous voyez l'état des comptes publics, c'est-à-dire on va payer plus. Mais s'il y en a moins, Ouais. s'il y a moins de personnes, tout le monde comprend bien que si À la effectivement base, il y a s'il y moins en a moins, c'est d'effectifs, pour faire des économies, c'est pas pour payer Oui, plus ceux qui oui, restent. mais hein. c'est là que ça nécessite encore une fois des ajustements et la campagne présidentielle doit servir Des ajustements. à préciser C'est-à-dire, vous n'êtes pas satisfait du aujourd'hui message. du message. J'ai des interrogations, je l'ai dit Ouais. publiquement. Mais Encore est-ce une que fois, vous nous avons espérez, échangé, est-ce que vous pardon, espérez monsieur que Apathy, François nous avons Fillon échangé avec clarifie monsieur ce- Fillon Ouais. des courriers pour préciser ces choses. Donc on l'a dit, c'est public. Encore une fois, c'est pas une nouvelle. La présidentielle, la campagne présidentielle, ça sert à préciser justement les choses qui doivent être précisées. Mais je redis que les Français attendent davantage, à mon avis, la définition d'un cadre général avec des principes qu'on attend qui soient forts, plutôt que des détails sur lesquels on va se chicailler pendant des Mais vous êtes semaines et des prisonnier de la situation. C'est-à-dire, si François Fillon ne vous donne pas satisfaction, vous êtes quand même obligé de le soutenir. Bah, écoutez, je vois pas pourquoi il donnerait pas satisfaction, parce que ça me paraît pas. Et Ce que je s'il dis ne là, vous donne pas satisfaction, ce vous que je êtes quand dis même là, obligé de le ce soutenir. que je dis là ne me paraît pas différent ni de ses intentions, ni de ce qu'il a dit jusqu'ici, ni de ce qu'il porte à titre personnel depuis longtemps. J'ai pas ce sentiment On va du tout. essayer de préciser quand même. Premièrement, et deuxièmement, écoutez, moi je préfère considérer que nous aurons satisfaction et qu'il gagnera et que ça ira dans le bon sens. Si jamais ça se passait pas comme ça, bah, vous me réinviterez, monsieur Apathy, puis on en Vous parlera. restez avec nous, on a déjà encore des choses à vous demander. Jean-Frédéric Poisson, d'abord l'info. David Daube à 8h40. Conséquence de l'ingérence supposée de la Russie dans la présidentielle américaine, Barack Obama prend une série de mesures, parmi elles l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes, mais également la fermeture de 2 sites. Ce sont des sites utilisés par ces services à New York et près de Washington. Mais Barack Obama ne compte pas s'arrêter là, d'autres mesures devraient suivre, y compris d'ailleurs, il a dit, des opérations secrètes. Pour le Kremlin, Washington veut détruire les relations avec Moscou. Cessez-le-feu en cours depuis minuit en Syrie, mais des tirs ont été entendus ces dernières heures, notamment dans une province, celle d'Hama, élaborée par la Turquie et la Russie. C'est la première fois que les États-Unis ne sont pas consultés dans l'élaboration d'un tel processus en Syrie. 5 jours après le décès d'un premier malade, les autorités hongkongaises confirment un deuxième cas de contamination de grippe aviaire chez l'homme. Il s'agit d'un patient, il a 70 ans, il est hospitalisé depuis 3 jours. Un autre cas a également été recensé, mais à Shanghai cette fois-ci. Et puis plus près de nous, dans les Landes, pas de contamination à l'homme, mais 7 nouveaux foyers détectés ces dernières heures dans le département. Et puis lutter contre une attaque au camion bélier, c'est la priorité des autorités américaines alors que 2 millions de personnes sont attendues demain soir sur Times Square en plein cœur de Manhattan. Résultat, 65 camions bennes remplis de sable et une centaine de véhicules bloquants vont être installés à des points stratégiques. En France, les autorités mobilisent 95 000 policiers, gendarmes et militaires pour la nuit de la Saint-Sylvestre. France Info. Il était candidat à la primaire de la droite et du centre. Jean-Frédéric Poisson est l'invité politique de France Info. Jusqu'à 9h, on va parler de la Syrie, notamment Jean-Frédéric Poisson avec Jean-Michel Apathy. Un simple mot pour revenir sur cette primaire et les discussions qu'on avait auparavant. Est-ce que tout cela ne traduit pas un manque d'espérance du côté de la droite qui promet un peu du sang, de la sueur, des larmes, mais qui a du mal à donner aux Français quand même des envies de croire en des lendemains qui chantent? C'est toute la difficulté. Je n'ai jamais cru que la première fonction et la première responsabilité des responsables politiques était de faire rêver les peuples. Je ne crois pas à ça. Je pars du principe que les responsables politiques s'adressent à un peuple qui est citoyen, qui est mûr, qui est intelligent, qui a 2 exigences à l'égard de ses représentants. La première, c'est celle de la vérité, et la deuxième, c'est celle du courage et de la sincérité, parce que ça se rejoint. À partir de là, dans la situation de crise où nous sommes, il est difficile de dire aux Français autre chose que cette vérité, que je partage d'ailleurs avec François Fillon dans l'analyse, c'est-à-dire nous sommes dans une situation dans laquelle le modèle social sur lequel nos grands-parents et nos parents ont vécu et qu'ils nous ont transmis est en très grand danger. Et si nous ne prenons pas des mesures pour le réformer, pour le sauver en réalité, importantes, énergiques, eh bien, il y a de fortes chances que nos enfants et nos petits-enfants ne le connaissent plus. Donc,
effectivement, ça passe par des périodes qui sont un peu douloureuses. C'est un peu comme le dentiste, c'est-à-dire qu'il y a une promesse de meilleure santé à la sortie de la période remboursé, du coup. Une fois que la roulette est passée sur vos dents, ce qui est toujours agréable. Alors, une fois que la fraise est passée, monsieur. La fraise, pourquoi on ne dit plus roulette? Si, on peut dire roulette, mais la fraise, c'est plus sucré, c'est plus agréable. Ah oui, d'accord. Alors, pour en finir avec la politique intérieure, parce que pour éviter de rester dans le vague, est-ce qu'il y a une hypothèse, Jean-Frédéric Poisson, au terme de laquelle vous pourriez ne pas soutenir François Fillon s'il ne répondait pas absolument à vos pas questions? les choses dans ces termes. Nous avons, avec François Fillon, encore une fois, passé un accord public. C'est l'avantage de l'avoir publié. Donc, dans tous les cas de figure, vous le soutiendrez? Je suis confiant dans le fait que M. Fillon respectera ses engagements et moi, je respecterai les miens. Donc, ses engagements, c'est son programme, ses engagements. Hein. Oui, enfin, il n'a pas pris d'engagement de changer des points importants de son programme. Nous l'avons soutenu, le Parti chrétien-démocrate l'a soutenu, en prenant acte des choses sur lesquelles nous étions en situation de différence, mais je continue de penser que c'est le meilleur et le seul candidat aujourd'hui capable de présider la France et de la réformer en mai prochain. Même s'il ne répond pas tout à fait à vos attentes, il est assuré de votre soutien. Comme ça, c'est plus clair. On va parler de la politique internationale. Vous avez fait plusieurs fois un déplacement en Syrie. Vous avez rencontré Bachar el-Assad au plus fort de la crise syrienne. Cela vous a d'ailleurs été parfois reproché. Ceux qui nous regardent sur le canal 27 vous voient en compagnie de Bachar el-Assad. On se demande toujours ce que ça fait de serrer la main d'un homme comme ça qui est un dictateur tout de même assez odieux sur la planète. Mais enfin bon, c'est peut-être la réelle politique. Bachar el-Assad s'est félicité il y a quelques jours de la chute d'Alep. On l'écoute. On écoute Bachar el-Assad qui se félicite de la chute d'Alep. La libération d'Alep est un moment historique qui va changer le monde. Il y a eu un monde de l'avant et de l'après-chute de l'Union soviétique. Il y aura aussi un avant et un après la libération d'Alep. Nous assistons aujourd'hui à l'écriture d'une page d'histoire à laquelle chaque citoyen syrien a contribué. On peut dire qu'il a gagné la guerre d'une certaine manière? Non, c'est pas encore terminé. Toute la question, c'est... Le cessez-le-feu qui s'installe. Le cessez-le-feu s'installe, il est déjà rompu dans certains endroits du pays, mais les mécaniques de cessez-le-feu sont partout difficiles à mettre en œuvre. On sait bien par ailleurs que les principales organisations islamistes qui se battent contre le régime d'Assad n'ont pas signé ce cessez-le-feu. On sait même que un certain nombre de groupes à l'est de Damas, qui sont supportés activement par l'Arabie saoudite, ont rompu et n'avaient pas respecté non plus le cessez-le-feu précédent. Donc le contexte est toujours très compliqué. Nous avons tous intérêt, y compris les Occidentaux que nous sommes, à faire en sorte à voir la Syrie sortir du marasme dans lequel elle est tombée. Bien sûr. Elle en sort avec Bachar el-Assad. D'abord pour le peuple syrien. Écoutez, pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. C'est assez terrible. Je ne sais quand pas même ce de que ça penser durera, ça, mais je ne peux pas vous donner tort sur cette appréciation. Du point de vue français et occidental, on pourrait préférer d'autres situations, d'autres solutions, d'autres gouvernances. Jusqu'ici, en tout cas, il est le seul. Et les Russes et les Turcs ont réussi ce tour de force qui était impensable il y a quelques mois. C'est que les grands pays occidentaux, l'OTAN, l'Europe sont complètement absents, de ce qui est en train de se passer. Je ne suis pas capable de dire combien de temps durera ce qui est en train de se passer. Et si effectivement nous entrons dans une période de stabilisation plus longue, ou bien si c'est une péripétie supplémentaire d'un conflit qui dure maintenant depuis déjà 5 ans, mais qui dure en fait entre les frères musulmans sunnites et le régime alawite du clan Assad, qui dure depuis près de 50 ans. C'est pas des choses d'hier. C'est effectivement assez ancien. C'est pas les choses d'hier. Bachar el-Assad, vous en convenez, vous en doutez, à lâcher des armes chimiques sur son peuple, ça le disqualifie pour le diriger? C'est très controversé. Vous savez, vous avez des confrères américains qui ont publié il y a maintenant déjà 3 ans des articles assez fouillés sur lesquels il y avait plus que des incertitudes sur ce point. Il n'appartient pas aux Occidentaux de décider de qui doit gouverner la Syrie demain, ça appartient aux Syriens. Donc on va laisser faire les Syriens. Mais on a le droit d'émettre des jugements moraux sur les... On a parfaitement le droit d'émettre des jugements moraux quand on a les éléments pour le faire. Voire de lancer des procédures internationales de jugement. J'ai dit, je crois d'ailleurs même que je l'ai dit à votre micro, ou si mes souvenirs sont bons, je crois même avoir été très clair sur le fait que si M. Assad doit être traduit devant les tribunaux pénaux internationaux, il le sera. S'il faut qu'il soit condamné, il le sera. Mais moi, je ne suis pas juge du tribunal pénal international, je suis représentant des intérêts français. Et au nom des intérêts français, je continue de dire que c'est d'ailleurs ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Le gouvernement, l'opposition dite modérée à Bachar al-Assad, c'est-à-dire j'exclus de ce vocable évidemment les mouvements islamistes qui sont en réalité le cœur le plus actif, Al-Qaïda et les frères musulmans opposés aujourd'hui au régime de Damas.
Les autres sont aujourd'hui pas en situation d'assurer une transition politique. C'est très clair. Donc l'alternative demeure aujourd'hui, pour moi, très, très, très malheureuse et très simple à exprimer. Soit Bachar al-Assad reste à la tête du régime syrien, soit ce sont les islamistes qui prennent la Syrie. Eh bien, entre les deux, du point de vue des intérêts français, je préfère que ce soit Bachar al-Assad. Et donc, ce sera sans doute Bachar el-Assad. Du point de vue des intérêts français, vous disiez aussi, c'était le 12 novembre, que l'élection de Donald Trump était une bonne chose. On vous écoute, c'était ici les Moulineaux pendant la campagne des primaires, et donc quelques jours après l'élection de Donald Trump. On vous écoute. Le sujet de cette élection de M. Trump, j'ai entendu des tas de choses étonnantes. Inquiétude, interrogation, remise en cause. Je ne suis pas du tout inquiet. Le président Trump, ou futur président Trump, est en train de redessiner un ordre mondial dans lequel nous, Français, nous, Européens, nous avons toute notre place à prendre. C'était le 12 novembre, nous sommes le 30 décembre. Donald Trump a constitué son équipe des milliardaires, des climato-sceptiques, des ultra-conservateurs. Aujourd'hui, 30 décembre, quel jugement vous avez sur Donald Trump et son équipe? On va d'abord attendre qu'il commence à gouverner, puisqu'il prendra ses fonctions dans 21 jours. La composition de l'équipe, des milliardaires, des gens sans expérience, des gens qui suscitent de l'inquiétude ou pas? C'est pas la première fois qu'il y a des milliardaires dans le gouvernement des États-Unis. À ce point, c'est la première. C'est pas la première fois qu'il y a des gens qui n'ont jamais dirigé, qui rentrent dans le gouvernement des États-Unis. On verra bien à l'usage. Cet homme dont on disait il va rompre avec le système, le patron d'Exxon va diriger la diplomatie. C'est quand même extraordinaire. Écoutez, on verra ce qu'il en fait. On verra. Ça vous inquiète pas? Non. Pourquoi voulez-vous que ça soit? Enfin, je connais suffisamment la politique américaine, comme vous, monsieur Apathy, pour savoir que c'est un jeu subtil d'équilibre entre le pouvoir exécutif, l'administration, le Parlement. Enfin, ce sont des choses qui se jouent. C'est son équipe gouvernementale qui a un visage curieux. De manière, oui, enfin, elle est un peu inédite, ça je vous le concède volontiers. Encore une fois, moi je ne fais pas de procès d'intention et je préfère attendre que les choses se déroulent avant de porter un jugement dessus. Je vois en tout cas ce que je disais le 12 novembre reste vrai, c'est-à-dire que ce profil malgré tout et la crise qui oppose en ce moment même les États-Unis à la Russie est emblématique. Ce profil, une nouvelle manière d'organiser la relation internationale, c'est certain. On reviendra sur ces tensions dans un instant. 8h50, David Doba pour l'info. C'est au milieu d'un dispositif de sécurité renforcé que les Français s'apprêtent à réveillonner. Plus de 95 000 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Un dispositif mis en place pour lutter contre d'éventuelles attaques. Et à ce propos, sachez qu'un ex-interne de l'hôpital de la Timone, c'est à Marseille, a été mis en examen et écroué hier. Il comparaîtra pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle. Expulsé de Turquie le 25 décembre, il voulait, semble-t-il, se rendre dans la zone irako-syrienne. Tout cela ressemble étrangement à de la guerre froide. Comme annoncé, Barack Obama prend une série de mesures contre la Russie. Elles interviennent en représailles à l'ingérence supposée de Moscou dans l'élection présidentielle. Parmi elles, l'expulsion de 35 agents des services de renseignement russes. Et le président américain promet que d'autres suivront. Le Kremlin parle d'accusations infondées et promet des mesures de rétorsion adéquates. Dès le 1er janvier 2018, votre impôt sera prélevé à la source. Le Conseil constitutionnel valide la mesure. En revanche, les sages censurent la taxe Google, une taxe qui visait les bénéfices détournés des multinationales opérantes en France. Et puis c'est bien connu, l'argent ne fait pas le bonheur, surtout quand on en a beaucoup et surtout quand on a tendance à le cacher dans des paradis fiscaux. Mais toujours est-il que selon Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, le joueur et le Real Madrid auraient refusé une offre de 300 millions d'euros pour que Ronaldo joue dans un club chinois. Avec cette offre, le Ballon d'Or 2016 aurait bénéficié d'un salaire de 100 millions d'euros par an. France Info. Pas encore de propositions chinoises pour Jean-Frédéric Poisson pour le moment. On continue pas à cette hauteur-là. Notre entretien, Jean-Michel Apathy. Vous aviez redouté dans une déclaration, je voudrais qu'on se concentre sur le fond, pas sur la forme, dans une déclaration avant l'élection de Donald Trump, la victoire d'Hillary Clinton, parce que, disiez-vous, elle sera trop favorable aux intérêts d'Israël et comme toujours, la politique américaine sera affectée par ce tropisme-là. On voit que Donald Trump l'est peut-être davantage encore que l'aurait été Hillary Clinton et on le voit notamment dans cette affaire de la résolution de l'ONU, où pour la première fois les États-Unis se sont abstenus dans une résolution qui condamne la politique de colonisation d'Israël. Et Donald Trump a dénoncé précisément cette abstention de l'administration Obama. C'est l'un des derniers grands gestes d'Obama.
Du coup, est-ce que votre critique vis-à-vis d'Hillary Clinton ne tombe pas à plat, puisque visiblement Donald Trump est très pro-israélien? Il n'y a pas de politique américain qui soit anti-israélien, ça n'existe pas ça. Mais peut-être Donald Trump l'est-il encore il y a davantage que des les administrations accents, précédentes? Encore une fois, nous verrons à l'usage. Oui, vous temporisez parce Avec une volonté de déplacer l'ambassade à Jérusalem. Faites-moi revenir au mois de février, au mois de mars. Oui. Nous verrons quelles sont les premières décisions prises par l'administration Trump. Là, il est critiqué très bien. J'ai pas vu cette affaire-là. L'abstention d'Obama de l'administration Obama sur la politique de colonisation. Elle est dans la ligne habituelle des démocrates américains sur le sujet. Enfin, c'est la première fois qu'on s'abstient au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui. Enfin, que les États-Unis s'abstiennent. Ce qui est certain, c'est que une des clés, sinon la clé, et c'est ce qu'on voit ces jours-ci encore, ou ces heures-ci, c'est la relation entre les États-Unis, l'Europe et la Russie. Cette relation tripartite-là, en tout cas sur les questions proche-orientales et sur les questions de commerce international, sont massives. Je n'oublie pas la Chine, mais la Chine est peu présente ou pas présente au Proche-Orient et sur les théâtres d'opération. Ou pas, en tout cas, sous la forme sous laquelle nous le sommes, nous. Ce qui est en train de se passer en ce moment, avec les derniers soubresauts de l'administration Obama, le président Obama, d'ailleurs, a déclaré il y a quelques jours, si j'avais bien lu, qu'il ferait à peu près tout pour... contrecarrer les intentions de Donald Trump et de son arrivée au pouvoir. C'est une interview qui a été donnée, je crois, ou reprise par la presse nord-américaine. Oui, je ne sais pas comment il l'a dit, mais la résolution, alors dans l'ordre, la résolution de l'ONU condamnant la colonisation, c'est une bonne chose ou pas? La résolution qui condamne la colonisation en Israël. Sur des sujets compliqués. Non, mais oui, c'est compliqué, mais j'ai le droit d'abord de ne pas avoir d'avis sur tous les sujets, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a... moi, j'ai toujours été attentif à l'équilibre entre le droit du peuple palestinien et les droits et les intérêts d'Israël. Ce que la colonisation vient rompre. Ça, oui, d'une certaine manière. Donc, oui, bien sûr. Cette situation est affreusement complexe. Je ne sais pas très bien quoi penser de ça. Et donc, la résolution de l'ONU condamne la politique de colonisation. Et à ce propos, Donald Trump dit c'est ce qu'a fait Barack Obama, c'est-à-dire permettre l'adoption de cette résolution, n'est pas une bonne chose. Oui. Donc, finalement, Donald Trump apparaît plus proche du pouvoir israélien que l'administration démocrate, et comme vous aviez manifesté. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais vous avez raison de la poser. Votre inquiétude de voir Hillary Clinton trop proche des intérêts israéliens, vous voilà pris par revers, si je puis dire. Non. L'administration démocrate de Barack Obama a des positions qui sont plus souples que les déclarations que Mme Clinton a faites comme candidate au moment de sa campagne, si c'est ça votre question. Ma question, c'est que Donald Trump soutient terriblement la politique de Benjamin Netanyahu. Les républicains l'ont toujours fait. Ça vous inquiétait à l'époque, donc les républicains l'ont toujours fait. Mme Clinton l'a fait encore davantage. Donc je crois que sur le fond, on n'aura pas de solution sans avoir trouvé, encore une fois, une manière de défendre les intérêts des Palestiniens, en même temps que l'État d'Israël, et nous n'y sommes pas encore. Les sanctions de Barack Obama contre la Russie, qui est tout de même suspecté d'espionnage à beaucoup d'endroits. Oui, j'aurais aimé de la part du président américain la même indignation quand on a appris que des organisations américaines écoutaient le téléphone de la chancelière allemande ou d'un certain nombre de responsables politiques français. C'est une façon de fuir la question. Je ne fuis pas la question. Que la Russie soit convaincue d'espionnage, c'est un problème ou pas? Mais je ne sais pas si... la communication officielle des Américains dit que la Russie espionne. Tout à l'heure, à ma place, ou pas très loin... parlait sur votre antenne un des responsables des ambassades russes en France, qui balaye ça d'un revers de la main. Encore une fois, les plus grands écouteurs du monde ne sont pas nécessairement les Russes, et j'aimerais que l'indignation soit un peu moins sélective que ce qu'elle n'est. Les Américains ont mis en place des systèmes d'écoute. Ceux qui ont établi la CIA et le FBI sur... sur les systèmes d'écoute, ils ont une expérience que beaucoup n'ont pas, c'est certain. Non, mais ça, c'est certain. Mais sur l'intervention russe dans la campagne américaine, ça ne vous paraît pas crédible? Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, est-ce qu'on veut bien s'arrêter 2 minutes sur cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire intervenir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire diffuser des messages qui sont critiques ou même injurieux, voire calomnieux à l'égard d'une candidate démocrate? Oui, plus subtil que ça. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pompe des informations Enfin, je comprends même, je vois pas très bien. En réalité, ça éclaire la nature du pouvoir russe. Voilà. Oui, enfin, mais encore une fois, la nature du pouvoir américain avait été éclairée par des affaires précédentes. Si c'est ça, et ça avait été condamné. Ça veut dire qu'il y a certainement pas par le président des États-Unis d'Amérique. Non, mais nous parlons. Oui. Nous avons dit que s'écouter entre alliés n'était pas une bonne politique. Donc là, la nature du pouvoir russe apparaît aussi d'une certaine manière. Ça avait été d'ailleurs, mais on l'a condamné une fois que ça a été établi. Là encore.
moi, je suis surpris de voir la Vous êtes rapidité. indulgent avec Non, je ne suis pas indulgent. On se demande toujours pourquoi, mais j'essaye de faire attention à ce que les condamnations ne soient pas rapides. Je ne suis pas quelqu'un qui condamne facilement, si c'est ça votre... C'est ma manière à moi d'être indulgent, comme vous dites. Très bien. Dernière question rapide. Là, pour le coup, on va revenir dans la politique intérieure. Les indemnités de Carlos Ghosn ont choqué. Ça vous choque, vous? Oui, il y a quelque chose de comment dire, de déplacé. C'est comme les 300 millions de Ronaldo. Il fait du bon travail à la tête de Renault, c'est certain. L'entreprise repart, c'est certain. J'aimerais bien qu'on ait une conception du partage de la richesse entre les dirigeants et les salariés qui soit un peu plus équilibrée. François Fillon devrait limiter les rémunérations des grands dirigeants. Ça, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. En tout cas, il y a une notion de partage qui est à reprendre et à rétablir dans les entreprises, en particulier les grandes. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir Merci. accepté l'invitation de France Info.